Salam alaikum, chers élèves, ravi de vous retrouver et merci de me recevoir chez vous. Alors, au cours de la séance d'aujourd'hui, on va attaquer la partie analyse concurrentielle. Et dites-vous bien que ce chapitre, il figure normalement sur le cadre référentiel de la filière SGC. Mais personnellement, je traite ce chapitre-là même avec mes élèves sciences économiques en classe. Pourquoi ? Parce que ce chapitre, elle récapitule vraiment l'ensemble des facteurs clés de succès et des avantages concurrentiels de l'entreprise, ce qui aide énormément au traitement du dossier stratégie. On commence donc par le processus déjà de l'analyse concurrentielle. Alors, qui dit processus dit étape. À commencer par l'évaluation des forces de l'entreprise. C'est une étude purement interne, donc qui fait partie du diagnostic interne, mais cette fois-ci, on cherche juste à déterminer les forces de l'entreprise, ce qui fait ses facteurs clés de succès. Alors, une fois l'étude terminée, on passe à une comparaison avec ses concurrents. D'accord ? Donc, une comparaison avec l'ensemble des concurrents de l'entreprise sur le marché et surtout ses concurrents principaux. Alors, dans une troisième étape, l'entreprise, suite à la comparaison réalisée, va pouvoir identifier ses avantages concurrentiels et on peut vous demander dans l'examen d'identifier les avantages compétitifs. Donc, la réponse reste la même, d'accord ? Donc, avantage concurrentiel ou avantage compétitif, ça veut dire tout simplement ce dont l'entreprise dispose et que ses concurrents n'ont pas. Ce qui veut dire qu'elle a un plus par rapport à ses concurrents. Alors, la dernière étape, c'est automatiquement le moment de prendre des décisions, de choisir, bien sûr, les actions de développement que l'entreprise va pouvoir appliquer sur le marché. Alors, on poursuit cette analyse par ses propres fondements et au niveau des fondements, ça veut dire des bases de l'analyse concurrentielle, l'usus de l'analyse, on retrouve déjà la première question généralement qui figure sur votre examen. C'est donc la détermination du métier de l'entreprise. Et là, on parle du savoir-faire de l'entreprise, de ses compétences et donc de l'activité qu'elle exerce sur son marché. Deuxième élément du fondement, c'est généralement la deuxième question de votre examen, c'est donc la mission de l'entreprise. Et là, on cherche dans le texte d'examen une phrase qui explique l'offre de satisfaction vis-à-vis des clients. C'est ce que l'entreprise fournit comme produit, d'accord, pour assurer la satisfaction des besoins de sa clientèle. Troisième élément, c'est l'activité ou le domaine d'activité de l'entreprise qui est apparent sur sa fiche de présentation. C'est donc relatif aux produits fabriqués et commercialisés par cette entreprise. On termine les fondements par l'opération segmentation stratégique qui signifie tout simplement le découpage de l'entreprise en plusieurs DAS, c'est-à-dire en plusieurs domaines d'activité, stratégique bien sûr, parce que chaque domaine d'activité, on va lui attribuer une stratégie spécifique. Alors, si l'entreprise opte pour un seul domaine d'activité, cette fois-ci, elle sera en stratégie de spécialisation. Si elle arrive à exercer plusieurs activités sur plusieurs domaines, donc automatiquement, on parle de stratégie de diversification. Alors, à ce niveau, on enchaîne sur le concept position concurrentielle. À ce niveau, on retrouve le cycle de vie du produit, de l'entreprise, qui correspond à la courbe de ses ventes. C'est-à-dire, c'est une courbe dans un graphique qui visualise ou qui représente l'évolution du chiffre d'affaires de ce produit-là. Deuxième élément, c'est l'effet d'expérience de l'entreprise qui représente son effet d'apprentissage au fil des années, c'est-à-dire l'apprentissage que l'entreprise a pu accumuler selon son âge, selon sa présence depuis le jour de sa création.
Troisième élément de la position concurrentielle, c'est donc la matrice BCG. Alors, cette matrice, c'est un tableau qui va permettre à l'entreprise de gérer cette fois-ci son portefeuille d'activités, c'est-à-dire d'assurer la gestion de plusieurs produits, chose que le cycle de vie ne permet pas parce que sa représentation est limitée à un seul produit. Alors, pour représenter et éclairer ces différents éléments, on va bien sûr les traiter chacun à part. On commence par le cycle de vie et on reprend notre graphique représentatif. Alors, remarquez que les deux axes, le premier, il représente le chiffre d'affaires, le deuxième, il représente l'échelle de temps. On retrouve donc dans l'étape avant-première la phase de recherche-développement, là où l'entreprise conçoit déjà l'idée ou le projet du produit. Alors, la première phase, elle commence bien sûr à partir du lancement du produit. D'accord? C'est là où les ventes, bien sûr, sont encore très modestes parce que le produit cherche toujours à se faire une place sur le marché. Une fois la courbe commence à augmenter, c'est-à-dire que le chiffre d'affaires de l'entreprise commence à évoluer, là, le produit entre dans une phase de croissance. Bien sûr, au cours de cette phase, le produit va atteindre son niveau maximal de vente pour commencer à stagner. Donc, on remarque une stagnation de la courbe des ventes et là, on parle de la phase de maturité. Malheureusement, après cette phase de maturité, la courbe commence à chuter, c'est-à-dire que les ventes du produit vont baisser petit à petit, vu que le produit, bien sûr, il est fort possible concurrencé à cette étape. Alors, deuxième élément, c'est donc l'effet d'expérience. Ce concept, on peut le représenter schématiquement et on commence par une première étape qui est l'amélioration de la productivité du travail grâce à l'effet d'apprentissage. Donc, sur ce, l'entreprise, bien sûr, commence à maîtriser son savoir-faire, à maîtriser son métier. Donc, il y aurait moins d'erreurs, plus de qualité, plus de perfectionnement sur le cadre de travail et un gain de temps énorme dans le cadre de la productivité. Ceci va permettre une baisse des coûts unitaires des produits, chose qui va baisser le prix de vente et donc elle va remarquer une augmentation de la demande sur le marché, chose qui va favoriser l'amélioration, bien sûr, de sa rentabilité. Donc, l'effet d'expérience cumulé va permettre, bien sûr, automatiquement une baisse des coûts. Troisième principe, et là, on découvre, bien sûr, notre matrice BCG. Alors, cette matrice BCG, c'est l'abréviation du Boston Consulting Group. C'est une représentation sous forme de tableau à double entrée. Donc, on va essayer d'expliquer le principe. Remarquez que cette matrice BCG, elle va permettre, bien sûr, comme on a dit, de représenter un portefeuille d'activités le moment où l'entreprise est présente sur plusieurs segments. Le tableau, il traite deux critères. D'abord, la croissance du marché d'un côté et l'avantage concurrentiel de l'entreprise de l'autre côté. Remarquez qu'on dispose de 4 positions. Alors, je commence par la position dilemme pour suivre un petit peu l'évolution du produit. Alors, pour cette position, l'entreprise, elle est en phase de croissance, donc elle profite de la croissance du marché, mais côté avantage concurrentiel, c'est encore faible. Pourquoi? Parce que le produit est en tout début. Donc la rentabilité, elle est faible, les besoins financiers, ils sont importants. Pourquoi? Parce qu'il faut investir massivement pour pousser le produit à devenir leader du marché, c'est-à-dire à entrer dans la phase de vedette. Donc là, selon les résultats, bien sûr, des ventes sur le marché, l'entreprise peut soit
segmenter bien sûr son activité, soit abandonner le produit s'il s'avère peu rentable ou non rentable. Alors, si le produit arrive bien sûr à surmonter cette étape et passer en position de vedette, cette fois-ci, remarquez que la rentabilité sera élevée, mais ça n'empêche que l'entreprise doit investir encore plus, d'accord? Donc, il y a des besoins financiers encore importants pour permettre le produit à atteindre le niveau de vente maximal et de maintenir le plus longtemps possible sa position de leader. Ce qui veut dire que l'investissement sera maintenu. Alors, lorsque le produit arrive en phase vache à lait, remarquez que la croissance du marché commence à s'affaiblir, mais l'avantage concurrentiel reste toujours fort. À ce moment, l'entreprise va essayer de rentabiliser au maximum le produit. Pourquoi? Eh bien parce qu'elle va minimiser ses investissements, bien sûr, juste pour maintenir, encore une fois, cette position. Malheureusement, ce dernier peut entrer quand même dans une phase ou une position poids mort, là où sa rentabilité va s'affaiblir, d'accord, si la concurrence s'avère exacerbée en cette période. Donc, automatiquement, l'entreprise, soit qu'il va maintenir un minimum d'investissement pour assurer la survie du produit, ou bien elle va carrément abandonner le produit et proposer un produit de remplacement. Sur les facteurs relatifs, cette fois-ci, à la dimension de l'entreprise. Et là, on retrouve les économies d'échelle, dont le principe correspond à une augmentation de la production et une baisse des coûts unitaires du produit. Deuxièmement, la taille critique. Et cette fois-ci, on parle de la taille minimale que l'entreprise doit avoir pour s'introduire sur un marché et se développer sans subir d'handicap, c'est-à-dire sans dégâts. D'accord? Et troisièmement, on évoque encore une fois l'effet d'expérience qui, cette fois-ci, va permettre une croissance de l'entreprise grâce, comme on a expliqué, à son effet d'apprentissage. Alors, je vais quand même schématiser le principe économie d'échelle, c'est-à-dire le processus dans lequel l'entreprise va entrer si jamais elle arrive à atteindre ce concept-là. Donc, ça commence, comme on a dit, par une augmentation de la production qui va occasionner une baisse des coûts unitaires des produits parce que les coûts fixes ne changent pas et que avec les mêmes équipements, on peut toujours atteindre la capacité maximale de productivité. À ce moment, l'entreprise va pouvoir baisser le prix de vente sur le marché, ce qui va augmenter la demande de la clientèle. Alors, une fois la demande va évoluer, tout simplement, l'entreprise devra encore une fois augmenter sa production pour satisfaire la demande qui s'exprime sur son marché. Une fois les économies d'échelle installées, ils vont générer une forte rentabilité pour l'entreprise. On passe donc aux facteurs relatifs aux ressources de l'entreprise qui se concrétisent d'abord par son savoir-faire, qui correspond à l'ensemble de ses compétences. Ensuite, on retrouve l'effet de synergie qui représente un effet de complémentarité, d'accord? C'est le principe 1 plus 1 égale 3. Dernier facteur relatif aux ressources, c'est donc la capacité d'innovation de l'entreprise. Et là, on parle tout simplement du contexte recherche et développement et lancement de nouveautés sur le marché. Et dites-vous bien que dans le contexte turbulence de l'environnement actuel, une entreprise non innovante, c'est une entreprise morte. C'est-à-dire que l'innovation reste vitale pour la survie et la croissance de l'entreprise. On termine finalement avec les facteurs relatifs à la productivité. Et dans ce cas, on va récapituler l'ensemble des facteurs dont on a parlé depuis le début, parce que lorsqu'on parle de productivité de l'entreprise, eh bien, tout élément, tout facteur peut servir. À commencer par
l'offre globale que l'entreprise peut proposer à sa clientèle. Donc, on peut vous évoquer sur le texte d'examen également large gamme produite par l'entreprise, la qualité du produit, la flexibilité de l'entreprise pour pouvoir s'adapter au changement de son environnement et donc au changement de la demande, sa veille stratégique qui va lui permettre de détecter et d'identifier toute opportunité à saisir sur l'environnement et éviter toute menace qui peut lui causer danger. On parle aussi des économies d'échelle qui vont permettre, bien sûr, une forte compétitivité et rentabilité pour l'entreprise. Également, l'élément innovation qui va permettre à l'entreprise de se différencier de ses concurrents. Je précise quand même que le concept innovation va vous servir pour la justification de la stratégie de différenciation et le concept économie d'échelle qui va vous permettre de justifier la stratégie de domination par les coûts. On parle aussi pour améliorer sa productivité d'une certaine expertise de l'entreprise, هي الخبرة ديال المقاولة qu'elle va pouvoir bien sûr former grâce à son expérience, sans oublier la compétence du personnel qui représente le capital humain et la performance technologique qui représente bien sûr le facteur capital technique. Les deux derniers, n'oubliez pas qu'ils restent les facteurs de base de la production de l'entreprise, facteur humain et facteur capital. Alors sur ce, j'espère que le contenu de la vidéo vous a été bénéfique. Soyez au rendez-vous pour les séances prochaines. D'ici là, دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.